moi, ce Dieu ne pouvait pas exister, je ne peux pas le rencontrer. En amour, rien n'est impossible. Pas même vivre une belle histoire avec une star que l'on admire. Il passait avec les dépêches et il improvisait à l'antenne. Moi, j'étais mais baba, quoi. Sa voix était familière pour moi. J'avais l'impression de le connaître. Dans le métro, je regardais les gens et dans ma tête, je disais, mais est-ce qu'ils peuvent s'imaginer que là, j'ai rendez-vous avec Claude, quoi? Je le ramène à l'ascenseur et d'un seul coup, avant de refermer, il rentre dans l'ascenseur et il me dit « Un jour, je te ferai l'amour ». Et il est parti tout rouge, la porte s'est fermée, il est parti. Mais comment sont-elles devenues la femme de cette célébrité dont elles étaient fans? Comment êtes-vous finalement passé du palier à la chambre? Je me suis déjà réfugiée dans la salle de bain parce que c'était une façon pour moi de me dire est-ce que je rêve ou est-ce que je rêve pas. Alors moi, je lui dis tout de suite, attention, moi, je ne suis pas l'histoire d'une nuit. Hein. Mais il me dit, non, on en prend pour 20 ans, si tu veux. Et ça va faire 33 ans. Bonjour à tous et merci de continuer à nous suivre aussi fidèlement. L'émission que nous vous proposons aujourd'hui va certainement vous faire rêver, surtout si vous admirez une personnalité, un chanteur, et qu'il vous paraît totalement inaccessible. En effet, nos invités vont nous le prouver, rien n'est impossible, pas même de devenir la femme d'un homme dont on était fan. Ce genre d'histoire n'arrive pas qu'au cinéma et Fabien Lecoeuvre, qui sera notre spécialiste aujourd'hui, va nous en conter quelques-unes avant que nous découvrions nos invités. Bonjour Fabien. Bonjour Sophie. Alors vous qui connaissez parfaitement la vie secrète de nos célébrités, selon vous, pourquoi les fans peuvent-elles fantasmer à ce point sur leur idole? Bien, le mot fan, déjà par définition, c'est quelqu'un qui est fanatique. Tout simplement, ça commence souvent à la puberté, c'est entre 12 et 14 ans. Et puis surtout, elles sont déjà attirées par une personnalité, un artiste, chanteur, acteur, peu importe, pour deux raisons. Elles sont touchées par les mots, par la voix, dans l'âme. Et puis aussi, il y a cette attirance dont on ne parle jamais, cette attirance sexuelle. J'ai beaucoup écrit sur beaucoup d'histoires de beaucoup d'idoles, dont peut-être la plus célèbre, c'est Jean-Jacques Goldman, oui, avec sa merveilleuse épouse, Nathalie. Au départ, c'était une brillante étudiante, puisqu'elle a un doctorat en mathématiques. Et puis, elle aimait beaucoup, elle se passait en boucle les chansons de Jean-Jacques Goldman. Et puis, un jour, elle a eu l'audace, le courage. Je dis le courage parce que il faut oser franchir ce seuil, cette ligne rouge, pour aller dire bonjour à son idole. Oui, parce que parfois, il vaut mieux rester accroché au fantasme. Et faut peut-être ne jamais la rencontrer. Voilà. Et elle, Nathalie, a eu ce courage. Après un concert, elle est allée le voir. Elle lui écrivait régulièrement. Jean-Jacques était sensible au courrier qu'il recevait de cette jeune Nathalie. Et puis un jour, voilà, ils ont lié une amitié. Donc quand il l'a reçue dans sa loge, il l'a reçue dans sa loge? C'était en 1994. Donc il savait de qui il s'agissait quand il lui a Évidemment, permis de venir le... Lui était en instance de divorce, puisqu'il a divorcé 3 ans plus tard, en 1997. Et ils se voyaient régulièrement. C'est une amitié, et une amitié qui a été solide, puisqu'il l'épousera le 13 octobre 2001. Ils auront 3 enfants. Et c'est une très très belle histoire. Et là j'insiste parce que le mot fan parfois ça peut être péjoratif. C'est toujours associé à, vous savez, un peu débile dans l'histoire. C'est-à-dire pas du tout. Vous avez des fans, et Nathalie en est la preuve, qui est une belle personne, une étudiante, une brillante, vraiment dans la vie, vraiment une belle personne. Comme quoi les histoires arrivent aussi avec les idoles. Alors vous êtes un grand spécialiste de Claude François aussi? Oui, alors il y a Clo-Clo, évidemment, puisque la mère de ses 2 enfants, Claude et Marc François, sont issus d'une belle histoire d'amour entre une jeune fan qui adorait Clo-Clo en 64, qui était une idole yéyé incontestable en France. Et puis, elle l'a rencontré dans un gala. Elle assurait la première partie d'un spectacle de son école de danse. Et puis, elle l'a revu à chaque fois que Claude descendait à Lyon. Elle était originaire de Lyon. Eh bien, ils se revoyaient comme ça. Alors, d'abord secrètement, puis après, c'est devenu une liaison officielle. Et puis, ils ont eu 2 beaux enfants. Ils ont
concrétiser leur amour, ce qui n'est pas facile. Hein, Alors, attention. ça lui est arrivé plusieurs fois à Claude François. Je Nous sais. allons en parler dans un instant. Johnny Depp et Vanessa Paradis. Alors ça, moi qui aime les belles histoires, et vous le savez, je crois que Johnny Depp et Vanessa Paradis, ça c'est exceptionnel. Elle rêvait de le voir. Quand elle était petite, Vanessa Paradis m'a raconté, elle se précipitait en sortant de l'école pour aller voir son feuilleton préféré, 21 Jump Street. Et elle, dont le héros bien sûr était déjà de Johnny Depp. Et elle ne l'a jamais rencontré. Quand elle a commencé une liaison amoureuse avec Lenny Kravitz, elle est allée s'installer quelque temps aux États-Unis. Dans le même quartier où habitait Johnny Depp, elle ne l'a encore jamais rencontré. Et c'est en revenant en France, finalement, où elle le croisera dans une première soirée pour le lancement d'un film, c'était au VIP Room à Paris. Et puis, lui était avec Kate Moss. Ouais. Et elle était avec Lenny Kravitz. Chacun en couple. Mais Vanessa, elle l'avoue après, elle dit... Il y a des coups de foudre qui naissent, même quand on est accompagné. Ça peut naître, évidemment. Ça, c'est clair. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et puis seulement 3 ans plus tard, alors que tous les deux étaient célibataires, ils se sont revus à l'Hôtel Coste à Paris, où là a commencé la belle histoire d'amour. Ils ont 2 enfants aujourd'hui et c'est fantastique. On Ça, c'est beau. adore les histoires d'amour, on adore les histoires de rencontres. Et aujourd'hui, nous allons être servis. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors Muriel, c'est aussi de Claude François dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. À quel âge êtes-vous devenu fan de lui? 10-12 ans, je dirais. 10-12 ans. On vous voit sur cette photo d'ailleurs, vous êtes assez à droite, Oui. c'est ça? Ouais. Là, vous aviez quel âge? Oh là, j'étais beaucoup plus vieille, là, c'était en 76. Alors, racontez-nous comment vous l'avez rencontré la première fois, Claude? Comment je l'ai rencontré ou comment je l'ai connu? Les deux. Les deux. Alors moi, je l'ai connu sur Salut les copains parce que mes frères achetaient Salut les copains, donc je regardais, je feuilletais, j'ai écouté la radio, je vois cet homme magnifique, beau. Et puis j'entends les tubes à la radio, à la télé, et puis je me dis, mais voilà, pour moi, c'est le Dieu. C'est le Dieu vivant, et voilà, et je rêvais inconsciemment peut-être de le rencontrer. Et ça s'est fait tout à fait par hasard. Plus tard alors? Beaucoup plus tard. C'était la première fois que vous le rencontriez, la Ah, photo là, là? sur la photo? Oui. Ah non. Ah bon, d'accord. Non. Et donc, je suis arrivée sur le boulevard en 71. Voilà. Suite à une amie que j'ai rencontrée. Sur le boulevard? Aix-Elmance. Là où il habitait, je suppose? Et alors, qu'est-ce qui s'est J'ai passé? commencé par les bureaux. Et puis, la première fois, c'est vrai que j'ai pas trop bougé, quoi. J'ai pas trop bougé. Alors attendez, nous on n'est pas des expertes. Alors les bureaux, j'ai pas trop bougé, ça veut dire quoi? En langage, en Non, français? c'est-à-dire que quand il sortait de son bureau, Oui. on était une petite dizaine à l'embrasser, à lui prendre la main. Et puis à suivre sa voiture. Donc on savait à quel moment il partait de chez lui, à quel moment il arrivait, ce qu'il allait faire. On connaissait tout son programme par cœur, le restaurant, les coiffeurs, etc. Et tes amis? Et ses amis, oui, ceux qui montaient, ceux qui descendaient. Donc on voyait tout. On voyait tout et on partageait ça avec lui, oui. Tous les jours? Pratiquement tous les jours. Oh, et toutes les nuits? Pratiquement toutes les nuits aussi. Et vous dormiez où? Je dormais... Sur le palier? Non, je dormais pas sur le palier. Il y en a eu qui dormaient sur le palier. Non, on dormait pas sur le palier. On allait sur le palier jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et quand on savait que... Je vois le public qui réagit. Mais qui vous disait qu'il s'était endormi? Quand la lumière s'éteignait, c'était qu'il n'ouvrirait plus jamais la porte. Jusqu'au lendemain matin. Ou jusqu'au lendemain après-midi. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse réagir et s'étonner de cette... Je comprends, mais parce que ces gens n'ont pas vécu ça. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que nous, on a vécu. C'est-à-dire que vraiment, de l'extérieur, ça apparaît comme... Comme des hystériques. Non, comme une sorte de servitude à une idole. Mais Claude, comme d'autres idoles, ont toujours des gens qui les suivent. Ouais. Et on n'en fait pas tout un pataquès. Vous considériez ça comme un honneur d'être sur le palier à attendre que la lumière s'éteigne? Ah aujourd'hui, c'est un honneur et aujourd'hui, je suis fière de l'avoir vécu. Mais à l'époque? Je ne me rendais pas compte. Franchement, je ne me rendais pas compte. Alors, comment êtes-vous finalement passé du palier à la chambre? C'est ça la question intéressante.
Ben, au fil des années, c'est vrai qu'on avait Au d'autres... fil des années, mais ça a duré combien de temps sur le palier alors? Je suis arrivée en 71 chez Claude jusqu'à 78. Alors, chez Claude, c'est-à-dire sur le palier? Oui, le palier et le bureau, quoi. Enfin, Ouais. voilà, Donc, l'appartement et le là, bureau. c'était déjà chez Claude. Et donc, chez Claude, sans entrer à l'intérieur, ça a duré combien d'années? Ça a duré de 71 à 76. 5 ans. Oui. Mais le temps passe vite avec lui. C'est dingue. Et vous aviez quel âge de 71 à 76? Je sais pas, je me suis arrêtée de vivre à 22 ans, en 78. C'est-à-dire au moment Oui. où il est... D'accord. Donc vous étiez très jeune. Donc ça veut dire que vous avez mis quand même votre vie Oui. entre parenthèses pendant toutes ces années. Oui, mais j'avais pas de vie à côté. Ma vie, c'était là et nulle part ailleurs, de toute façon. D'accord. Alors, la première fois que je suis rentrée à l'appartement, enfin, j'étais déjà rentrée, mais sans... Voilà. La première fois que je suis rentrée à l'appartement, c'est suite à une amie qui a été conviée par Claude à me donner un rendez-vous. Voilà, elle se reconnaîtra. Et donc voilà, pendant une semaine, j'ai pas vécu. J'étais dans le stress complet en me disant que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec lui et que j'allais être toute seule avec lui et que j'allais pouvoir profiter de lui. Voilà, profiter de lui alors que toute seule, oui, toute seule. Oui. Et là, vous étiez dans quel état physique? Ah ben, Le cœur battait à combien? Est-ce que vous arriviez à dormir? ah ben 1000%. J'ai dû refaire ma garde-robe pendant je sais pas combien de fois avant de savoir ce que j'allais mettre. Exact, voilà. Et puis, et dans le métro, je regardais les gens et je leur dis, et dans ma tête, je disais, mais est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils peuvent s'imaginer que là, j'ai rendez-vous avec Claude, quoi? Voilà. Et donc voilà. Alors le problème, c'est que quand je suis arrivée en bas de chez Claude, il y avait du monde et que personne n'était au courant que j'avais rendez-vous. Donc il a fallu que je ruse un petit peu pour Pourquoi, dans ces accéder cas-là, à l'appartement. dans ces cas-là, elle vous laissait pas passer, les autres? Ah si, mais personne n'était au courant. Généralement, ils ne prenaient pas de rendez-vous. Ça se faisait comme ça. Et là, c'était rare, c'était un rendez-vous. Oui. Voilà. Et donc, vous avez eu peur de quoi? Qu'elle ne vous laisse pas Non, mais passer? j'avais du mal à arriver à l'appartement et me dire poussez-vous, c'est moi qui monte. Ouais. Voilà. Systématiquement, il y en avait une qui montait? Ah non, pas tous les jours quand même. Alors, donc, vous avez fini par monter. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans l'appartement. Ah ben je vais peut-être pas vous raconter le détail. Non, pas les détails, mais quand même. Est-ce que vous avez pu vous exprimer? Est-ce que vous n'étiez pas tétanisé? Si, bien évidemment. Bien évidemment. Je me suis déjà réfugiée dans la salle de bain parce que c'était une façon pour moi de me dire est-ce que je rêve ou est-ce que je rêve pas. Donc je suis restée au moins 10 minutes dans la salle de bain et en me disant que quand je vais rouvrir cette porte, il sera encore là devant moi et que je ne sais pas comment m'y prendre, quoi. Je ne sais pas ce qui va me... Pardon. Je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Alors, pardonnez-moi cette question, mais c'était votre première histoire? Non. Non, d'accord. Donc, vous aviez déjà une petite expérience. Oui. Mais cela dit, Claude, c'est Claude, quoi. Voilà. C'est pas n'importe qui, c'est mon Dieu. C'est le mien. Et alors, est-ce qu'on arrive à avoir une intimité avec un Dieu? Ah ben dans ces cas-là, oui. Bien sûr. Oui. Seule à l'appartement, oui. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Est-ce que vous avez pu profiter de ce moment vraiment? Ou est-ce que vous étiez ailleurs? Non, je crois que la première fois, je n'ai pas trop réalisé. C'est ça? Non, la première fois, je n'ai pas réalisé. C'est dommage. Mais je me suis rattrapée après. J'ai recommencé uniquement pour savoir si c'était pas un rêve. Si j'avais bien vécu ça. Donc, puis après, ça c'est... Voilà. Alors, vous n'étiez pas la seule à avoir rendez-vous avec Claude François ce soir-là? Ah non, ce jour-là, si, j'étais la seule. Si. Mais il y en avait d'autres, vous le saviez? Il y en avait d'autres. Ouais. Avant, après, bien évidemment. Comment vous le viviez, ça? Très bien. Vous n'étiez pas jalouse? Non, parce que bizarrement, je n'étais pas là pour le sexe. Donc, non, je le vivais très bien. Oui. Il y avait des petites jalousies entre bandes. C'était pas trop dur de savoir que vous deviez le partager? Non. Non.
Même vous considériez que c'était normal, peut-être? Ah non, peut-être pas. Ah bon? Quand Peut-être même pas, mais j'étais pas jalouse du tout. D'accord. Non. Vous l'avez revu à plusieurs reprises, souvent? Oui, ça a duré sur 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Vous montiez chez lui combien de fois? Plusieurs fois à la suite? Comment ça se passait? Je montais à peu près une fois tous les mois, tous les 2 mois. Qui vous faisait savoir que votre tour allait arriver? C'est lui qui savait qui savait s'exprimer et qui savait le demander. Directement? Oui, ou indirectement, oui. C'est-à-dire qu'on vous le faisait savoir? Oui aussi, oui. Et est-ce qu'il vous arrivait, vous, d'en exprimer le besoin, le désir? Non, jamais. Vous ne vous le seriez pas permis? Non, je pense pas. Parce que j'étais pas la seule et puis parce que je me sens pas... je suis pas sa femme, quoi. Non. J'étais une parmi... Alors justement, est-ce qu'il vous est arrivé d'être en rapport avec sa femme? Est-ce qu'il vous est arrivé on se croisait. Oui. On se croisait. Et elle savait que vous aviez une relation intime avec lui? Tout le monde savait. Alors, l'histoire du Muriel nous prouve bien qu'en amour, tout est possible. Ça tombe bien, car c'est le titre de la première partie de notre émission. Sandry, bonjour. Bonjour. Alors, votre histoire ressemble un peu à un conte de fées. Quand vous étiez enfant, qui admiriez-vous par-dessus tout? Eh bien, il y avait Albator, Actarus, il était une fois l'espace. Enfin, je revenais de l'école. Alors, ça, ce sont des héros de dessins animés. Hein. Oui, absolument, excusez-moi. Ouais. Et puis, j'aimais aussi une voix particulière, notamment celle de Jean-Pierre, sans le savoir. Voilà. C'est-à-dire la voix de qui? De Jean-Pierre Savelli. Non, mais la voix de quel pardon. héros? Albator. Vous ne saviez pas à l'époque que c'était la voix de Jean-Pierre. Albator. Ouais. Et aussi, il était une fois l'espace. Donc, en fait, vous étiez tombée amoureuse d'une voix. Voilà. Celle d'Albator. Exactement. Il se trouve que 20 ans plus tard, une amie vous a présenté cette voix, Oui, qui était la voix d'un homme qui s'appelait donc... Jean-Pierre Savelli. Que saviez-vous de lui? En fait, quand je l'ai vu en première fois, je n'ai pas reconnu du tout. Mais par contre, sa voix était familière pour moi. Et j'avais l'impression de le connaître, mais je ne savais pas qui c'était. C'est sur la deuxième rencontre que là, je me suis dit, mince, j'ai Jean-Pierre Savelli devant moi. C'est toute une histoire pour moi, puisque effectivement, j'ai grandi avec. Donc, c'était très impressionnant pour moi. Alors, on va écouter un extrait d'Albator. Ouais. Moi, c'était pas Albator, moi, perso. Moi, c'était Capitaine Flamme. Ah bah. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre gala. Ils la connaissent, Ah bah oui. Bon, et alors donc, vous n'avez pas été déçus quand vous avez été confrontés à la réalité? Parce que ça, on est quand même à fond dans l'imaginaire. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, quand je l'ai connu une première fois, je me suis dit, mais c'est marrant, vous avez peut-être eu déjà ça, c'est vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression de déjà le connaître. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant, parce qu'on cherche où ça se passe. Et en fait, j'ai dit à mon ami, mais je le connais, mais d'où? Il me dit, mais c'est quand même Jean-Pierre Savelli. Alors je dis, oui, Jean-Pierre Savelli. Vous saviez qui c'était, Jean-Pierre Savelli? Bah, pas au début, puisque je ne pouvais pas savoir, je connaissais que sa voix. Alors, et après, j'ai fait mes est-ce recherches. que vous connaissiez son tube? Je connaissais son tube, mais je ne savais pas, en fait, en le voyant, je n'ai pas vu tout de suite que c'était lui. Je n'ai pas fait le rapprochement. Est-ce qu'on a quelques notes du tube? Besoin, non? Besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. Et en fait, on ne le connaît pas sous ce nom-là. On le connaît sous le nom de Peter. Peter, absolument. Peter et Sloane, c'est ça? Exactement. C'est Peter et Sloane. Donc vous l'avez rencontré une nouvelle fois. Oui. Et là, eh ben, on a parlé ensemble et je lui dis, ben voilà, je connaissais ta voix, puisque Albator, il était une fois l'espace, et d'autres choses, puisque du coup, il avait aussi fait d'autres cinémas, d'autres films. Quoi. Donc il y a une différence d'âge entre vous. Oui, ça m'a pas posé de problème. Combien? 20 ans. Alors, étant petite, jamais vous n'auriez imaginé devenir un jour la femme de votre héros, de cette voix qui vous faisait tant rêver. Mon Albator à moi, c'est le titre de ce reportage dans lequel nous allons découvrir à quoi ressemble votre vie avec Jean-Pierre et on le retrouvera juste après sur notre plateau. Villeneuve-la-Garenne, en région parisienne.
Sandry a 45 ans et cela fait maintenant 17 ans qu'elle partage la vie d'un grand chanteur des années 80, Jean-Pierre Savelli, mieux connu sous le nom de Peter, du célèbre duo Peter et Sloan. Génial. Regarde. Ça, c'est super. Et puis je t'ai emmené la nouvelle plaquette aussi des spectacles. On sait combien. Avec un bon café, ça va être bien. On est en janvier, il va falloir attaquer en premier les mairies. Alors aujourd'hui, je m'occupe une partie du emploi du temps de mon mari. J'ai pas mis ma carrière de côté parce que j'estime que nous sommes deux entités et que c'est le respect de l'un et l'autre. On est un couple très fusionnel. On vit 24 heures sur 24 ensemble, si on peut. Et ça ne suffit pas 24 heures parce qu'on a tellement de projets. Tu me le dis souvent. On n'a pas assez de temps en fait. Il faudrait la nuit en plus et pas dormir. D'ailleurs, quand je pars chanter en solo, des fois je m'ennuie. Donc on s'appelle très souvent et quand elle est là à côté de moi, je trouve ça magique. Retour sur la rencontre hors du commun de ces deux inséparables. Enfant, Sandry est fan des super-héros Goldorak, Albator et Ixor. Elle passe son temps à fredonner les génériques de ses dessins animés préférés, des génériques interprétés par Jean-Pierre. À 28 ans, elle le rencontre lors d'un dîner sans savoir que c'est lui qui se cache derrière cette voix qu'elle a toujours admirée. Et depuis ce soir-là, ils ne se sont plus jamais quittés. 17 ans plus tard, dès qu'ils ont une minute, Sandry et Jean-Pierre se retrouvent dans ce studio. Ce qu'il faut faire, ce que je voudrais que tu vois un petit peu, c'est on remet la bande. D'accord. Et je voudrais que tu vois un petit peu au niveau de ton interprétation, changer peut-être des petites choses. Ok. Alors, regarde. Ensemble, ils ont écrit et mis en scène plusieurs spectacles pour enfants. Je t'envoie l'intro, tu me D'accord. fais juste le premier couplet. D'accord? D'accord, ok. Comme ça. Le chevalier cristal dit toujours mon robot, il est génial. Cristal au costume astral, moi je le trouve sidéral. Je le suis sur toutes les étoiles. Yes. C'est bon? Oui, t'es à fond là. Ah bah ouais, mais attends. T'as créé une vraie voix pour ce personnage, c'est bien. Faire des voix avec Jean-Pierre, c'est un peu magique, c'est un peu mon idole quand même. Donc du coup, c'est quand même assez impressionnant. Ça me replonge dans mon enfance. Moi, j'avais très envie que ma femme soit vraiment à mes côtés dans mon métier. C'est-à-dire, je pense pas que j'aurais supporté quelqu'un qui soit dans un métier totalement différent du mien, parce que là, on parle des mêmes choses, quoi. Voilà. Tu vas faire la chorégraphie. À 17h, Lola, la fille unique du couple, âgée de 11 ans, est enfin de retour de l'école. Chérie, Coucou mes amours. Jean-Pierre est devenu père sur le tard, à 54 ans. Un papa poule, aujourd'hui très investi dans la vie de sa fille. Je vous ai préparé un petit goûter. Hein. Oh, c'est gentil. Là, tu as des devoirs? Parce qu'avant qu'on aille chanter, moi, je voudrais savoir s'il y a des devoirs à faire. J'ai 7 exercices de maths. 7. Bon, donc on chante vers minuit, alors. Moi, c'est très important de passer des moments comme ça, en famille. J'étais tellement absent quand elle était petite, avec les tournées, que vraiment, maintenant, j'en profite un peu plus. Je rattrape absolument le temps perdu, oui. Bon, le chat, toi, tu restes là. Tous les soirs, ce trio inséparable a pris l'habitude de se retrouver en chanson, car Lola s'apprête à prendre la relève. La nuit vide la montagne, la nuit que seguir y la soledad turbina. Bah, franchement, de voir Lola et Jean-Pierre chanter en même temps, c'est vraiment que la boucle est fermée complètement, c'est-à-dire que mon rêve se réalise. Dans la tendresse, sur la ville, besoin de rien, envie de toi, besoin de rien, envie de toi. Le bisou. Alors, accueillant sans plus attendre cet Albator qui a fait tourner la tête de Sandry, Jean-Pierre Savelli. Besoin de rien. Le duo. Asseyez-vous. Non, c'est la bonne place en fait. Bon, Qu'est-ce que tu es belle, t'es bien maquillée. ça a l'air d'être Bonjour Maryse. un grand bonheur tous les deux. Un Ouais, grand ça, bonheur au quotidien, ça fait plaisir à voir. Ouais, on partage beaucoup de choses, ouais, c'est vrai. Comment vous êtes-vous retrouvés à enregistrer des génériques de dessins animés?
La chance. La chance, ce mot fait partie vraiment de mon métier. Moi, depuis que je suis parti de Toulon, à l'âge de 20 ans, un jour, je fais une tournée avec Claude François, après je fais une tournée avec plein de gens, et puis un jour, tiens, on t'a entendu sur scène, est-ce que tu voudrais chanter Goldorak? J'ai dit qui? Goldorak, oui. Alors Noam m'a fait Goldorak, et toi, tu vas faire Actarus. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, je me suis retrouvé à chanter la légende d'Actarus, le prince Actarus, et après, tout s'est enchaîné. On m'a appelé pour Ixor, pour Albator, pour Il était une fois l'espace. Voilà. On m'appelle moi. Et grâce à ça... J'ai rencontré ma femme, finalement. Et Sloane, alors? Mais Sloane, c'était 84, en 83, là, on s'est rencontrés au studio. On a fait un tube. C'était un nouveau duo, la blonde, le brun, voilà. Alors, tout le monde nous a Et mariés. c'était une histoire d'amour? Moi, je le dis depuis le début, non. Les gens sont déçus, tristes, mais pour moi, non. C'était une belle histoire d'amitié. Ouais. C'était ma productrice qui m'avait présenté donc à Chantal. Mais qui il n'y avait chantait. pas d'histoire entre vous? Il y en a eu, mais c'était pas... Voilà. D'accord. C'était pas... C'est pas la femme de votre vie, quoi. C'était pas une histoire de... Non. Non. La femme de ma vie, elle est venue plus tard. C'est donc Sandrine. C'est Sandrine, oui. Alors Fabien, vous connaissiez leur histoire? Je connaissais leur histoire, je connaissais surtout bien la carrière de Jean-Pierre Savelli, parce qu'il oublie de dire que c'est un monsieur qui a fait beaucoup de disques d'or, et c'était la plus belle voix de ce métier qu'avait choisi Michel Legrand pour chanter toutes ces grandes chansons de films. Et puis Sandrine, moi quand j'ai appris sa liaison avec Sandrine, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que la phrase qui me venait immédiatement, c'était de leur dire on ne guérit jamais de son enfance. Vous savez, cette phrase de Jean Ferrat. Et pour Sandrine, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé dans l'homme de sa vie, finalement, une partie de son enfance, quelque part. Alors, il est temps de découvrir une autre voix marquante qui s'est plutôt illustrée à la radio, cette fois, celle de Maryse Gildas. Bonjour Maryse. Alors, je ne m'en lasse pas, moi, personnellement, de cette histoire de Maryse et de Philippe Gildas, qui est devenu son mari. C'est de cette Deuxième, histoire... hein. J'ai eu un premier mariage. Oui, oui. J'adore les journalistes. Les journalistes. Alors, le premier mariage, c'était avec Jean-Michel Lelio. Oui, c'est le père de ma fille. Hein. Qui était journaliste sportif. Oui, sportif, oui. Donc, vous êtes rentrée à Europe 1 en tant que speakerine en 1967. Oui. On avait que des prénoms à l'époque. Hein. Ouais. Maryse, superbe carrière à Europe 1, vous avez tout fait, vous avez... Je suis restée 30 ans. Et vous avez animé beaucoup d'émissions en compagnie des stars, Michel Drucker, Jean Amadou, Coluche, et j'en passe. Et Bourvil, et Fernand Reynaud. Et voilà. 9 ans plus tard, en 1976, vous avez été amené à collaborer pour la première fois avec Philippe Gildas. Oui. Quel regard portiez-vous sur cet homme ? Ben, je ne le connaissais pas, hein. Je le connaissais journaliste comme ça, mais j'avais une certaine admiration déjà, mais c'était pas fan, hein. C'était de l'admiration, sans rien d'autre. Donc lui, il est marié à cette époque. Moi, j'ai un compagnon dans ma vie. Est-ce que vous pensiez à lui le soir en vous couchant ? Pas du tout. Est-ce qu'il vous arrivait de vous réveiller la nuit en pensant à lui ? Pas du tout. J'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Oui, moi, c'est ça. Il était plus petit que moi. Je ne trouvais pas terrible. Et moi, j'aime les grands blonds. Il s'en prend plein la tronche. Le Heureusement qu'il n'est pas là aujourd'hui. Bon, c'était ça la vérité. Je sais, ouais. Alors, à quel moment avez-vous fini par vous rapprocher ? 76, on démarre. 81, donc 6 ans, formidable. Quand je partais en vacances, je voyais bien qu'il n'était pas content de la remplaçante, d'être remplacé, pas de la remplaçante. Comment vous le voyez ? Comment vous le sentiez ? Il vous le disait ? Il était énervé. Il me dit, tu pars encore en vacances ? Je prenais une semaine par an. Ouais. J'ai dit, oui, je vais partir une semaine. Ça l'énervait. Bon. Est-ce que vous parliez de vos vies privées ? Est-ce que vous faisiez des confidences ? Je le recevais avec sa femme à la maison, tout le temps, 1 ou 2 fois par an. Hein. Mais oui, il connaissait mon compagnon. Il me disait, tu travailles trop, tu vas avoir des problèmes. Effectivement, il m'a quitté. Le compagnon en question m'a quitté. 76-81, là, autant ma vie à Europe est formidable, autant dans ma vie privée, c'est terrible. Et en plus, en 80, Philippe est nommé directeur de l'antenne. Donc, comme tous les directeurs, ils sont enfermés dans leur bureau, on ne les voit plus. Et donc, par le réalisateur commun, qu'on avait au 6-9, il apprend que justement, mon compagnon vient de me quitter. Et il savait, tous les drames que j'avais vécus, mais... Alors non, il m'appelle
à la maison un soir. Il m'appelle vers 8h30, il me dit, il faut qu'on se voit. J'ai appris par Martial que tu vas pas bien, il faut vraiment qu'on se voit. Donc il me dit, est-ce que tu es libre à déjeuner demain? Je dis, oui, d'accord. Je dis, ok, on va déjeuner. On déjeune, je raconte ma vie, enfin, là, je pleure, l'horreur, quoi. Et puis 2 jours après, il me rappelle à la maison, le soir, il me dit, j'ai un dossier là pour les émissions. Et moi, il n'y avait qu'Europe qui m'intéressait. Et donc, on était en fin de saison et je ne savais pas ce que je faisais la saison d'après, puisqu'on ne faisait plus le matin. Il me dit, Drucker qui arrive, peut-être que... Alors, oui, d'accord, oui, très bien. Je peux passer? J'étais en pyjama. J'étais vite dans la salle de bain, me refaire le cil, tout ça, me rhabiller un petit peu. Et je l'attends, il arrive à 9h avec un dossier bleu sous le bras, effectivement. On se tutoyait quand même, on se tutoyait à l'époque. Je lui dis, tu as mangé? Tu as dîné? Bah non, je sors d'Europe. Bon, je dis alors, t'es dans la cuisine, j'ai fait une omelette aux fines herbes, je me souviens, petite omelette. Et je voyais ce dossier bleu qui était posé sur la table, il ne l'ouvrait pas. Donc, voyant que je commençais à fatiguer, il me dit, moi je vais te laisser. Je dis, écoute, oui, parce que là, et il n'a pas ouvert le dossier. Je le ramène à l'ascenseur. Donc l'ascenseur était ma porte d'entrée, l'ascenseur est là, le mur est là, hein, donc le couloir, comme ça. Donc moi je me mets contre le couloir. C'est important ce que je veux. Plan caméra. Voilà, plan caméra. C'est moi qui ouvre la porte, je me souviens, l'ascenseur est là, il rentre dans l'ascenseur en reculons, il m'embrasse sur les 2 joues, et d'un seul coup, avant de refermer, il rentre dans l'ascenseur, il me dit, un jour, je te ferai l'amour. Philippe. Et il est parti tout rouge, la porte s'est fermée. J'imagine, parce qu'il doit être Pendant 3 jours, j'ai pas eu de pudique. nouvelles. Il m'a rappelé, on est ressorti au restaurant un soir. Et là, Pendant 3 jours, vous n'avez pas eu de nouvelles? Non. Et vous Bah non, avez il a pensé pas à quoi osé. pendant 3 jours? Il était dans son bureau, enfin, moi, je ne vais pas le voir, j'ai pas vu. Et vous pensiez à quoi pendant 3 jours? Mais pendant 3 jours, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il veut. Non, enfin, Maryse, quand vous avez entendu ça, Oui. ça vous a fait plaisir, ça vous a fait quelque chose, ça vous... Mais Sophie, j'étais tellement mal à cette époque, ça m'a fait quelque chose. Oui, parce que je l'aimais bien, mais pas plus que ça, quoi. Et ça s'est bien renversé. Ça fait 33 ans aujourd'hui. Ça s'est bien renversé, ça s'est bien renversé. On va l'accueillir, tiens, sans plus attendre. Philippe Gildas. Philippe, qui est extrêmement pudique. Asseyez-vous, Philippe. Salut quand même. Ils sont toujours aussi émus de raconter cette histoire. Ah bah, elle est incroyable. Hein, Philippe, j'imagine à quel point vous êtes pudique. Ça ne doit pas être votre truc de faire des déclarations d'amour. Oui, mais on n'était que tous les deux. C'est pas son truc, il n'y a pas. C'était pas votre truc. Non, mais en revoyant la scène et en l'écoutant raconter, je pense que je l'avais trouvé beaucoup plus fatigué que je ne le croyais. Oui. Et effectivement, j'avais pas ouvert le dossier, comme elle dit. Mais ça faisait quand même 6 mois qu'on ne travaillait plus ensemble. Oui, oui. Elle vous manquait? Ah, totalement. Ah oui. Totalement. Vous Mais l'aviez- de là à lui dire, là, honnêtement, je n'ai absolument pas préparé ma phrase. Ouais. Je pense que c'est l'émotion de l'avoir dans cet état, d'avoir vraiment très très mal, et alors que je l'aimais bien, je l'aimais même beaucoup, manifestement plus encore. Mais Philippe, tout d'un c'est- coup, je lui ai balancé ça. Bah, c'est pas le truc qu'on doit dire pour C'est pas réconforter une phrase quelqu'un. qu'on doit dire, C'est mais pas- pas du on peut dire des choses plus réconfortantes. Mais on n'est pas obligé de mentir tout le temps. Bon, vous nous raconterez la suite de votre histoire tout à l'heure. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, nous allons découvrir dans un instant de qui vous êtes la compagne. Mais d'abord, si vous êtes face à nos invités, c'est parce que vous êtes d'abord devenue la femme de l'artiste dont vous allez nous parler avant de devenir réellement sa fan. C'est vrai. Ça, c'est pas banal. Dites-nous juste dans quelle catégorie d'artiste ou de quelle catégorie d'artiste fait partie votre compagnon qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il est humoriste. Humoriste. À quelle occasion avez-vous eu l'opportunité de le voir en spectacle pour la première fois? La première fois que je l'ai vu, c'était lors d'un show privé pour une entreprise. Voilà, donc j'étais dans le public. Vous n'étiez pas donc particulièrement fan de lui? Non. Content d'aller le voir en spectacle? Voilà, c'était ouais. une soirée festive, on va dire, donc j'en ai bien profité. J'ai trouvé ça drôle. Vous l'avez trouvé comment? Drôle, distrayant, etc. Mais sans plus.
Sans aucune autre idée, en tout cas. Pas d'attirance particulière pour lui. Non. Un an plus tard, le destin vous a remis sur son chemin. Qu'est-ce qui vous a poussé à retourner le voir sur scène? Des collègues de travail. Comment avez-vous été amené à l'approcher? Alors en fait, moi je travaillais dans un journal et lui venait dans le cadre d'une association humanitaire, on va dire, et le journal avait eu des articles, etc. à faire pour booster un petit peu la soirée. Et le présentateur de cette soirée a remercié tous les partenaires de la soirée. Il a oublié de mentionner ce journal, ce qui pour moi n'avait pas d'importance, mais les gens avec qui j'étais m'ont dit bah quand même, faut quand même qu'on aille le voir, etc. Donc après le spectacle, on est allé voir cette personne-là en lui disant bah, c'est dommage. Hein. Et ce monsieur, gentiment, nous a dit bah, ce que je peux faire pour me faire pardonner, entre guillemets, c'est vous proposer de faire une photo, toute l'équipe du journal, avec cet humoriste. Et on a dit oui, voilà. Alors c'est assez drôle parce que moi je me suis mis à l'autre bout de la photo. Et le temps de prendre une photo, a priori, il s'est passé un truc. Quoi? Dans les yeux? Oui. Dans les yeux, dans l'intensité du regard, et voilà. Et à partir de là, il m'a dit... vous êtes regardé pendant la photo. Voilà. Pendant la photo. Voilà. Alors moi, j'aurais jamais rien osé dire ni faire, mais c'est lui qui a pris les devants et qui m'a dit, bah, tiens, on peut peut-être aller boire un petit pot, etc. Donc on s'est retrouvés. Et alors? Vous avez dit oui? J'ai dit oui, mais en pensant non. C'est-à-dire, j'ai dit oui, mais c'était pas que moi, hein. On était tous invités à boire un petit pot, donc j'ai dit oui. Et puis dès qu'on est parti de la photo, j'ai dit aux filles qui étaient avec moi, bah, allez-y, moi je vais rentrer, tout ça. Donc elles m'ont dit non, donc on y est quand même allé. Et puis de là, on est allé boire un petit pot après dans un bar. Et puis les gens se sont très très vite éclipsés parce qu'ils ont vu aussi qu'il se passait a priori un truc, parce que moi, je n'avais pas conscience. C'est Gérald Dahan que nous accueillons. Ça va? Comment ça va? Ça va bien. C'est dingue cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait cette photo? Vous l'aviez remarqué avant? Non, c'est au moment c'est effectivement au moment de la photo. Au moment de la photo, tout le monde était comme ça et j'ai croisé son regard et c'est ce qu'on appelle un coup de foudre, je crois. Ouais. Enfin, là, c'est pas cette photo-là, parce que là, c'était un peu plus tard. Là, je me suis rapproché, mais au départ, on était aux deux extrémités de. Ça vous était déjà arrivé? Non. Ce genre de choses? Non. Mais je dis toujours que c'est un petit peu la chanson de Joe Dassin que j'aimais beaucoup. C'est j'ai eu des vies avant. Il y a les femmes que l'on aime, celles qu'on aurait pu aimer, celles qui laissent des regrets, celles qu'on regrette, etc. Et puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. Et j'ai eu cette chance. C'est beau, non? Ouais. Très beau. En tous les cas, ça a été un vrai coup de foudre parce qu'au bout de 3 heures de conversation, on a beaucoup parlé. Hein. Je lui ai dit, à partir de cet instant, je ne vois plus que toi. Donc c'était très fort. Et 3 jours après, elle partait en week-end avec des amis. Et donc j'ai dit, j'aimerais qu'on se revoie très vite. Et elle m'a dit, bah là, c'est pas possible, je pars à Lyon avec des amis. Oui. Débordée, quoi. Voilà. Et donc je lui ai dit, bah, on se retrouve à la fin de ton week-end à Lyon et on se retrouve à l'aéroport. Et je lui ai dit, prends ton passeport, mais je lui ai pas dit pourquoi, ni où est-ce qu'on pourrait aller. Et je lui ai fait une surprise et on est parti à Madrid aussitôt. Voilà, au bout de 3 jours. Et pourquoi Madrid? Pourquoi pas? Voilà, je me suis on est allé voir un spectacle de flamenco. Est-ce que vous saviez que vous étiez aussi romantique? Je sais pas. En tout cas, j'ai pas réfléchi en fait. Est-ce que vous étiez fan de Sandrine Kiberlin? Non. Il ressemble. Pas spécialement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent tiens, il y a Patrick Timsit qui est avec Kiberlin maintenant. C'est drôle. Est-ce que vous en avez parlé à votre mère? Alors j'en ai parlé le lendemain. Le lendemain, elle m'a demandé comment s'était passé le spectacle. Et je lui ai envoyé un SMS en lui disant ça s'est bien passé, mais surtout j'ai fait, en mettant majuscule, j'ai fait la rencontre. Je lui ai dit le lendemain. Et ça a été très vite parce que ça fait pas 1 an et on a déjà une petite fille qui est née il y a 1 mois. C'est une belle histoire. Magnifique.
Est-ce que ça vous laisse le temps de continuer à monter sur scène en ce moment? On peut vous retrouver où? Oui, oui. Là, j'ai commencé au théâtre Le Petit Montparnasse. Ouais. Alors ça tombe bien, en fait. Le destin a bien fait les choses. Encore une fois. Parce que avant, j'étais en tournée. Et donc, Claire m'a suivi jusqu'au 9e mois de la tournée. On a travaillé ensemble. Est-ce que maintenant, vous travaillez avec lui? J'aide. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, c'est un bon moyen déjà de passer du temps ensemble et de partager un maximum de choses. Voilà. Et alors? Et en fait, à partir du moment où la petite est née, le théâtre m'a proposé de jouer sur Paris, donc ce qui me permet d'être tous les soirs à la maison, donc c'est mieux. Superbe histoire. Vous avez l'air de dire que quand c'est une vraie histoire, tout est simple, tout est évident et les choses s'imbriquent naturellement. C'est ce que vous avez l'air de vivre. Oui, hein, oui, c'est assez même, c'est presque indécent. Fabien? Je le connais bien parce qu'on a fait 3 ans de radio ensemble. Et, en fait, on est arrivé dans un hôtel un soir, je sais pas, vers 1h du matin. On était partis pour faire nos émissions à Porto Vecchio. Ouais. On a mis les Chevaliers du Fiel ensemble dans la même chambre et nous dans la même chambre. Et quand on arrive, il y avait un grand lit. Là, il n'y a pas de lit séparé. Et alors, on s'est retrouvés dans le même lit. Mais à un moment donné, j'ai cru à 3-4 heures du matin que l'hôtel brûlait parce que je ne sais pas s'il le fait avec vous, mais il fume sous les draps. Et donc, d'un seul coup, il y avait une fumée à 3 heures du matin dans la chambre. Je me dis, putain, l'hôtel a pris feu. Gérald, tu m'arrêtes si je... Ouais, c'était... Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je m'apercevais, il fumait sous les draps. Non, mais là, il a dû arrêter par amour. Ouais. Il a arrêté? Ouais. Il a arrêté sous les draps, en tout cas. D'accord. Alors, on va avancer avec notre deuxième partie que nous avons intitulée Éternel amour. Évidemment, c'est un titre qui va parler à Muriel. On va revenir à cette liaison, Muriel, que vous avez entretenue avec Claude François pendant pratiquement 2 ans. Vous nous disiez tout à l'heure que vous voyez une fois par mois ou une fois tous les 2 mois? Oui, oui. Voilà. Vous preniez ce qu'il y avait, quoi. J'imagine que vous auriez aimé je dirais plus. quand il l'a décidé, quoi. Oui. Et quand il avait le temps. Jamais il ne vous est arrivé de râler, de demander plus, de vous plaindre? Jamais. Bon. Vous disiez tout à l'heure que tout le monde était plus ou moins au courant de cette liaison? Bien sûr. Oui, bien sûr. Son entourage, des autres fans, Tout à fait. sa femme? Bien sûr, oui, elle le savait, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, qui est au courant de cette histoire dans votre entourage? Ben, écoutez, après l'émission, beaucoup de monde. J'imagine. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour que tout le monde le sache? J'ai hésité avant de venir. Ouais. J'ai hésité. Et puis je me suis dit qu'au bout de 36 ans, comme on n'a jamais écrit notre histoire, nous les fans, ben écoutez, c'est une occasion de parler de choses que d'autres parlent, sans peut-être l'avoir vécu. Donc je l'ai vécu, donc je vais en parler. Mes enfants vont être très surpris, mais c'est comme ça. Vous avez combien d'enfants? 3. Leurs prénoms? Claude, François et le troisième, il s'appelle comment? Alors Priska. Ah oui, une des Claudettes. Ah, c'est une des Claudettes. Ouais. Priska, Nadine, une des Claudettes aussi, c'est Priska aussi. Ouais. Et puis non, mon fils n'a rien à voir, il s'appelle Sony. Voilà. Ah. Et c'était pas sa maison de disque. D'accord. C'était pas la maison. Juste, si vous êtes là aujourd'hui, c'est quoi pour prolonger la mémoire de Claude François? Oui, puis pour raconter que cet homme était un être exceptionnel, malgré tout ce qui peut être dit, raconté, ou filmé. Donc je dis que c'était un homme exceptionnel et non pas tout ce qu'on peut raconter sur lui. Voilà. Où étiez-vous le 11 mars 1978? J'étais au but de Chaumont, je l'attendais. Parce qu'il devait se produire dans une émission. C'était Michel Drucker qui l'attendait, c'est ça? Oui. Et vous l'avez appris quand alors? Je l'ai appris sur le trottoir. Quelqu'un qui avait une radio, qui écoutait la radio et qui est venu nous apprendre ça. Alors, je ne vous cache pas que la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai failli lui casser la figure, quoi. Je voulais lui rentrer dedans. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Et puis... Tout s'effondre? Et puis, voilà, tout s'effondre, c'est là. Voilà. Et vous en parlez aujourd'hui encore avec tous les une jours. émotion incroyable? Tous les jours. Vous y pensez tous les jours? Tous les jours. Il fait partie de ma vie. Il fera toujours partie de ma vie. Toujours. Il fait partie de vous même? Oui. Oui.
Ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Oui. Et est-ce que vous avez pu faire de la place pour un autre homme? Non, jamais. Mais vous avez eu des enfants? Mais il n'y a pas eu de place pour cet homme-là. Pas du tout. Vous avez fait vos 3 enfants avec le même homme? Non. Vous avez fait des enfants pour avoir des enfants? Bah parce que Claude n'était plus là. Claude n'était plus là, donc il fallait bien faire quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Non, mais fait. Non, je veux dire par là, c'est que. Je veux dire par là, c'est que si Claude avait été encore là, je n'aurais pas eu d'enfant et je serais toujours demain chez lui. Oh, vous n'auriez vécu que pour lui? J'ai vécu que pour lui, je ne vis que pour lui. Ouais. Moi, j'ai vu ça parce que j'étais en tournée avec lui en 1972 et tous ces filles qui attendaient après le spectacle, c'était incroyable. C'était fantastique. Vous aviez déjà croisé Muriel? Oui. Ah bon? Où? On s'est croisés sur des plateaux, on s'est croisés sur des spectacles, voilà. Mais aujourd'hui, elle me dit, tu sais pas pourquoi je suis là? J'ai dit, non, non, je veux pas savoir, je vais l'apprendre. Mais... Vous avez une coupe de cheveux... Ah, mais c'est pas fait exprès. Ah bon, c'est la mienne. Vous avez toujours été coiffée comme ça? Oui. Parce que c'était l'une des coupes des cheveux des enfants de C'est Claude. oui, non. Et puis d'une des Claudettes qui était coiffée comme ça, non, à l'époque? Prisca. Prisca. Julie, peut-être, oui. Enfin, c'est incroyable que vous l'ayez à ce point en vous, comme ça, encore aujourd'hui. Mais nous sommes un petit groupe de fans qui nous revoyons. Enfin, j'ai coupé les ponts pendant 30 ans. Je suis pendant 30 ans à son départ. Je n'ai plus jamais voulu voir personne. Et j'ai repris contact avec les anciennes, comme on dit, grâce à un ami, à mon ami personnel et mon meilleur ami. Et grâce à lui, j'ai repris contact. Et maintenant, on ne se quitte plus. Ça va faire 3 à 4 ans. On ne se quitte plus. Et on vit des choses merveilleuses. Est-ce que, quand vous avez eu cette liaison avec lui, est-ce que vous envisagiez d'avoir un enfant de lui? Ah non, pas du tout. Loin de moi l'idée. Non, pas du tout. Non. Et donc, quand vous avez eu d'autres relations, vous pensiez à lui, j'imagine, dans l'intimité? Non, ah non, je n'ai pas jusque-là quand même. Quand même pas? Non, 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 non. Claude Et avait vos sa enfants, place, comment vivent-ils tout ça? Cet amour inconditionnel pour Claude François? Mais ils l'ont vécu très mal au départ. Pourquoi? Parce que chez moi, il y a quand même un petit peu de Claude partout. Donc, et encore, je me retiens. Donc, ils l'ont vécu très mal. Et maintenant, ils arrivent à comprendre. Parce qu'ils arrivent à se dire, mais de toute façon, on ne pourra pas la faire changer. C'est pas la peine. Est-ce que vous leur avez transmis votre amour de Claude? Je ne sais pas si je leur ai transmis, mais ils aiment Claude, oui. Ils l'aiment aussi? Oui, oui. D'accord. Maryse et Philippe, on va se replonger dans les années 80 au tout début de votre histoire. Allons-y. Oui. Donc, on en Je est... peux dire un mot sur Claude? Bien sûr. On a dû se croiser ce jour-là, malheureusement. C'est le jour fatidique parce que je faisais une émission tous les samedis. Moi, j'enregistrais une émission tous les samedis dans le studio parallèle de celui de Michel Drucker. Alors que vous étiez directeur? Non, je n'étais plus directeur vous à ce n'étiez plus moment-là. directeur. J'étais redevenu animateur, j'ai fait La tête et les jambes, j'ai fait, je ne sais même plus le nom des émissions, peu importe. On est en 78, là. On est en 78. Et donc, c'est Michel qui est arrivé en courant, totalement décomposé, et disant « Claude est mort ». Et je me souviens, on est resté pendant... Il est reparti en courant. Donc, Claude est mort, ça voulait rien dire du tout. On a su tout de suite que c'était sur le plateau d'à côté qu'il devait y avoir une émission entièrement dédiée à Claude François. Mais ça ne disait pas comment il était mort. Et j'ai fait ensuite toute l'émission. Quand j'ai su comment c'était arrivé, c'était tellement incroyable. Je me souviens, on a mis plus d'1 heure à démarrer l'enregistrement parce que tout le public le savait. Et donc c'était tellement choquant, tellement brutal. Et puis c'était Claude. C'est ça là-dessus, je vous donne raison, c'était Claude. C'était une énorme vedette. Voilà. Donc, Philippe, on en est resté à ce... C'était un déjeuner, hein? Vous aviez rendez-vous dans un déjeuner. Alors, qu'est-ce que vous lui dites pendant ce déjeuner? Je peux revenir 2 secondes sur la fois précédente, quand même, sur l'ascenseur. Après l'ascenseur, je vais revenir effectivement assez régulièrement la voir, parce que vraiment, moi qui la connaissais pour avoir travaillé avec elle pendant ces 6 années ou 5 années, je sais plus, 6 ans, fantastique. C'était plus tout la même. C'était gravissime ce qu'elle était en train de vivre. Je ne comprenais pas la perte de sa famille, de ses parents et tout. Même son copain,
je l'avais prévenue, elle l'a dit tout à l'heure, si tu continues à travailler autant, elle faisait que ça, elle bossait tout le temps du matin au soir. Dites donc, Philippe, j'imagine que vous n'étiez pas mieux, hein. Vous deviez travailler beaucoup, autant. Non, si ce n'est plus. Hein, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est l'un des points sur lesquels on pouvait s'entendre. C'est ça. En tout cas, là, elle était dans un tel état physique, je me disais, c'est pas possible, elle est en train de craquer, donc... Bon, arrêtez de vous justifier. Non, je me suis vraiment intéressé à elle, et j'ai toujours pas ouvert le dossier bleu, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Parce que moi, je pensais qu'il venait me dire... Oui, non, mais ça, on a compris. Bon, maintenant, on s'intéresse à votre histoire. Mais si, justement, parce que ça conduit à la première rencontre... Au déjeuner. Non, à l'omelette au final. L'omelette, ça c'est le... Voilà, au dîner. Maintenant, il faut passer au dîner. Voilà. Maintenant, on passe au déjeuner. C'est lors du dîner que ça va se passer. Mais c'est combien? 2 mois après? Ah bah là, c'est 4 mois, 5 mois après. Après lui avoir dit un jour, oui, je 4 te ou ferai 5 mois. J'ai attendu 4 ou 5 mois, ça allait, je pouvais tenir. 22 avril 82. C'est pourquoi vous avez attendu, vous n'osiez pas aller plus loin? Est-ce que vous avez regretté de lui avoir dit ça? Non, j'ai pas du tout regretté. En revanche, je pense que quand on parlait tout à l'heure choquée, moi, j'étais choquée quand même. Bien sûr, mais je pense que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre, il y a 1000 façons. C'est que j'avais absolument pas prévu de dire ça. Et donc je suis resté tout seul dans l'ascenseur comme un con. Qu'est-ce que tu lui as dit là? Et en même temps, je savais que je le pensais. Mais que je n'avais pas idée de le penser à ce point, quand même. Bien sûr. Une fois que t'as vu, je te fais ça pour que tu t'arrêtes un peu. Oui. Vous avez gardé les bonnes habitudes, hein, c'est une petite pression. C'est les mêmes. Voilà, c'est ça. Une fois que la porte de l'ascenseur s'est refermée, j'étais contre le mur et je me suis vue descendre comme ça. Et c'est ma fille qui est venue me chercher, mais maman, il faut rentrer. Ouais, ça vous a fait plaisir quand même. Ah ben, est-ce que vous avez dormi la nuit suivante? Non, pas bien. Menteuse, t'étais sous médoc, t'as dit non. Pas bien. Artificiellement, j'ai dormi. Médoc, c'est Yvan? Bon, Maryse, ça vous a chaviré, ça a dû vous bouleverser. Oui, ça m'a étonnée. Bien sûr, ça parce bouleverse. que j'étais pas dans ce trip-là, moi. Bon, et alors, quand vous avez dîné ensemble, 3-4 mois après, là, ça a été la déclaration. Alors oui, la démonstration. Il m'a dit, voilà. Alors moi je lui ai dit tout de suite, attention, moi je suis pas l'histoire d'une nuit, hein, parce que là je viens d'en prendre plein la figure. Donc moi, mais il me dit non, on en prend pour 20 ans si tu veux, et ça va faire 33 ans quoi. Et c'est vrai que moi j'étais pas amoureuse. Vous n'étiez pas amoureuse? Lui il l'était avant moi, et moi je l'ai rejoint petit à petit. Maintenant c'est peut-être moi qui déborde, non? Non. On déborde jamais d'amour, chérie. Mais alors, comment vous l'êtes devenu à quel moment, alors? Vous êtes tombée amoureuse de lui à quel moment? D'abord, ça a été une épaule. J'avais vraiment besoin d'une épaule à ce moment-là. Donc, j'ai senti cette épaule qui n'était bras ouverts. Donc, c'est vrai que j'y suis allée comme ça. Maryse, il y avait quand même de la culpabilité, puisqu'il devait quitter sa famille, j'imagine. En 8 jours, il est arrivé chez moi en 8 jours. Oui, mais je vivais déjà tout seul à Paris. D'accord. Pratiquement, c'était pas vraiment séparés, mais enfin, ça n'allait plus très bien. Mais bon, c'était pas trop mon problème. Le problème que j'avais, moi, j'avais une fille de 15 ans à qui il fallait que je dise, tu sais, alors qu'on vivait toutes les deux, hein, et je lui dis, tu sais, Philippe va venir un petit peu à la maison parce qu'il est en train de quitter sa femme. Il me dit, mais maman, il y a des hôtels. D'accord, ça c'est vrai. Oui, mais tu sais, bon, on l'aime bien, à l'hôtel, il va être tout seul. C'était très dur au début. Et alors, je ne vous dis pas les premiers mois avec ma fille. Il ne savait pas ce que c'était que les filles, 3 garçons. Ma fille a 15 ans, l'âge difficile, ça juge. Un soir, il vient à la maison. Oui, je vais raconter parce que c'était trop dur. Elle claquait la porte quand il passait, elle claquait la porte de sa chambre, elle ne voulait pas le voir, enfin, c'était une horreur. Et puis un soir, sachant qu'il venait dîner, et puis il dormait à la maison quand même, donc elle me dit, tu penses épouser ce gremlin? Et les gremlins étaient sortis là au cinéma. Je dis, mais c'est très sympa. Il en a connu d'autres, hein, de toute façon. Heureusement qu'il a le recul là-dessus. Et puis un jour, j'ai la taille, ça passe au-dessus. Hein. Bon, enfin, des amabilités de ce genre. Et puis un jour, elle a une disserte à faire, un thème assez difficile. Et je lui dis, écoute, tu sais, peut-être que Philippe pourrait t'aider. Essaye, on verra bien. Donc avec la mine renfrognée, il rentre dans sa chambre, elle accepte qu'il rentre dans sa chambre. Ils sont restés 1h30 ensemble. Elle est sortie, elle m'a dit, bah, tu sais, il n'est pas si con, finalement. Voilà, la connaissance, elle n'a pas dû dire, bon, non, mais elle est bien élevée. C'était approchant, quoi. C'était pas loin de ça, quand même.
Voilà. Bon. Et c'est parti comme ça. Non, mais c'est vrai que j'ai été plus vite amoureux d'elle. Ce qui s'était passé dans l'ascenseur, probablement c'est le bouchon du champagne, quoi, je pense. Hein. À partir de là, je me suis rendu compte que c'était vrai, il y avait quelque chose. Et, il y avait peut-être eu des vues sur moi avant, peut-être. Et donc, on a petite histoire. Quoi, on a mis 6 mois, on va dire, à peu près, à régulariser cette situation. Par rapport au boulot, ça a posé un problème vis-à-vis des autres? Ça vous a jamais... C'est rigolo, toi. Non, pas dans les 6 mois, pas dans les 6 premiers mois. Après, non, parce que ça s'est pas trop su, mais à partir du moment où ça s'est su, lui, directeur d'antenne. Ouais, c'est ça. Moi, à l'antenne, on a dit, elle couche utile. C'est ça. Il y a eu des jalousies. Et ça, c'était insupportable pour moi, alors. Donc, on a fait un faux mariage, parce qu'il n'était pas divorcé. Ah oui. À Maison Lafitte, avec 300 personnes. On a fait une fête avec Madame Soleil. Il y avait tout le monde. Non, sauf ceux qui avaient répandu la rumeur. Oui, bien sûr. Voilà. Donc vous avez voulu qui étaient des gens très connus dont on ne dira pas le nom. Donc vous avez voulu officialiser. Aujourd'hui encore, c'est la jouissance absolue de savoir ceux qui l'ont regretté plus tard. Vraiment, on a fait une très belle fête, on va dire. Voilà. Et on s'est vraiment mariés en Corse, donc en 90. Voilà. Le secret de votre couple, le secret de la longévité. Alors dis-le, toi, chérie, peut-être. Je pense, c'est d'avoir les mêmes goûts dans beaucoup de choses, pour pas dire dans tout. Et surtout, ce qu'elle n'a pas dit tout à l'heure, elle m'a appris énormément de choses pendant l'émission. Elle disait beaucoup de bien de moi, mais elle ne se rend pas compte de tout ce qu'elle m'a appris, notamment pour le boulot. Là, je vois par exemple Nulle part ailleurs, là, qui est le bouquin que j'ai sorti pour rassurer les fans en disant non, on est toujours vivant. Puis un jour, il y a une émission qui reviendra comme celle-là. En attendant, il y a ce bouquin pour qu'il patiente. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est elle qui m'a appris à changer de voix. Un journaliste, surtout à la radio, c'est pas toujours gai ce qu'il a à dire, il a plutôt tendance à dire tout sérieusement pour éviter de tout d'un coup rigoler sur quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il ne savait pas dire bonjour, il ne savait pas sourire. Je dis, bon sang, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie. Voilà. Donc elle m'a appris à changer ma voix. Deuxièmement, l'émission telle qu'on la faisait était une émission révolutionnaire, avec laquelle, alors tous les deux aussi, ça je peux le dire aujourd'hui, on a pulvérisé les autres à une époque où il fallait, si on m'a donné cette chance, et qui a été doublée par l'avenue de Maryse au matin, avec notre couple qu'on a inventé ce jour-là, c'est parce qu'il fallait absolument sortir Europe 1 de l'ornière, cette fois-là. Et la formule que j'amenais, moi, elle avait triomphé, c'est vrai, il faut le reconnaître, avant, où j'étais animateur tout seul, de 6h à 9h. Aujourd'hui, tout le monde le fait, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Ben, je l'avais fait à Radio France, à France Inter, où j'avais eu cette chance de pouvoir à la fois présenter les disques, recevoir des invités, et les invités, il y a eu la mort du président Pompidou, et bien il y a eu finir à 21h. Oui, non, c'est fini avec ça. Il y a eu les candidats à la présidentielle, et les candidats à la présidentielle, Chaban et Mitterrand et tout, ils se sont retrouvés assis avec le même animateur pour leur poser les mêmes questions à 7h du matin, et c'était Bobby Lapointe, l'invité. C'est vous dire si on avait inventé quelque chose. Eh bien, grâce à elle, elle m'a donné le contrepoint de tout ça, qui était de pouvoir changer ma voix, le ton, le tout, et d'apprendre la musique et de faire ensuite Nulle part ailleurs, ce qui était inimaginable pour un animateur de journal. Nos années de Nulle part ailleurs, en liaison avec l'Esprit Charlie. C'était l'Esprit Charlie. Là, je regardais dans les archives pour voir le nombre de fois où j'ai reçu effectivement Cabu et plus encore certains de ses camarades, y compris Charb. Charb, on ne le sait pas, mais avant d'être le patron là-bas, il a travaillé avec les Guignols. Donc c'est vrai que on avait un peu de l'Esprit Charlie, on n'avait pas le côté brillant de toute cette bande, malheureusement. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus parce que sinon on va tous en pleurer bientôt, quoi. Merci d'être venu nous voir et nous avoir à nouveau raconté cette belle histoire. Ce livre est sorti aux éditions Flammarion. Oui, mais il est depuis un mois ou un mois et demi. C'est ce qu'ils appellent les beaux livres illustrés. Il suffit de tourner la page et ça fait ou rire ou pleurer. Parce que dedans, il y a 500 clichés qui rappellent des histoires folles de Cône, de Garcia. Dieu sait s'ils ont fait des folies, hein. Sandry, vous êtes tous les deux ensemble depuis 17 ans? 17 ans. Oui, bravo. 98, le jour de la Coupe du Monde. Ouais. Vous êtes toujours aussi fan de votre mari? Toujours. Quels sont vos projets? Plein de projets. Donc ces spectacles pour enfants? Le manga story qu'on a créé, donc, qui regroupe tous les dessins animés, et je chante. Et Sandry est sur scène, parce qu'elle fait Candy et Maya l'abeille. Et voilà, du coup. On a repris ça, on a tout réorchestré, c'est un spectacle d'1 heure avec des danseurs. Et puis mon album qui sort, qui s'appelle Entre Jazzy et Balade, voilà, on travaille. Très bien. C'est extraordinaire que vous ayez réuni ici tous. Pourquoi? Mais parce que c'est moi qui ai inventé le top 50.
Et nous, je le dis tout le temps, le 4 novembre 84, Peter et Slade sont nés. S'il n'y avait pas eu Canal et le Top 50, peut-être qu'on aurait vendu un peu moins de 2 millions de disques, je pense. Merci, monsieur Gildas. Ben non, je t'en prie. Et ils sont restés 7 mois de numéro 1 des ventes. Ça les embêtait d'ailleurs, parce que surtout De Cône, ça embêtait. Surtout. Parce qu'ils préféraient la musique américaine. Merci d'être venu nous voir. On va remercier également Fabien Lecoeuvre d'être venu nous voir aujourd'hui. Et puis on va avec un livre aussi, Fabien. Oui, j'ai décidé de rassembler quelques objets très célèbres qui ont appartenu à des idoles et de raconter l'histoire des idoles à travers des objets. Ça va du canotier de chevalier au bandana de Renault, au manuscrit de Christophe May. Tout le monde y est, même Clo-Clo. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belles, belles, belles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Toute une histoire, c'est beaucoup plus que de simples témoignages. Pour quitter la Syrie, on a marché à pied. Et quand on a traversé la frontière, il y avait l'armée jordanienne, des soldats jordaniens qui ont sauté devant nous. Pour 3 secondes, j'ai pensé, comme mon petit frère, que c'était des soldats syriens. Parce que si c'était des soldats syriens, on aurait été morts. C'est une histoire de partage. Est-ce qu'on peut aller chez vous, parler de votre parcours? Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même une grosse galère. Est-ce que si vous aviez eu connaissance de la réalité avant, votre choix aurait été le même? Reculer, c'est un échec. Quand tu viens, il faut l'affronter. Une histoire d'émotion. Là, ça a été... le monde s'est arrêté pour moi. Ça a été le coup de foudre total. J'ai jamais ressenti ça. C'était vraiment... waouh! Pour moi, ça a été tout un bouleversement. Une histoire de sincérité. Je crois que Bénédicte illustre bien cette générosité et ces passeurs d'humanité que vous êtes. On sent cette rage de réussir. Une histoire que l'on écrit avec vous depuis 10 ans déjà. Je suis enceinte du 3e. Je peux ouvrir.